Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Juliette Whitfield et j'avais 35 ans quand mon père a décidé de transformer le réveillon du Nouvel An en tribunal et de faire de moi le cas que tout le monde avait le droit de juger. Nous étions assis autour de la table à manger de mes parents, les assiettes encore chaudes, les verres à moitié pleins, le genre de dîner de famille où les gens sourient pour les photos avant de dire des choses qu'ils ne voudraient jamais voir enregistrées. Les enfants de mon frère riaient dans la pièce d'à côté. Ma mère lissait une serviette sur ses genoux, comme si elle savait déjà que quelque chose de tranchant arrivait et qu'elle avait choisi de ne pas l'arrêter. Puis, mon père a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec un petit rire, toujours célibataire à 35 ans. Je suppose que le Nouvel An, c'est juste toi et tes regrets. Quelques personnes ont gloussé parce que c'était plus facile que d'admettre que c'était cruel. J'ai gardé ma main autour de mon verre et je n'ai rien dit. Ma mère m'a regardé avec cette expression froide et polie qu'elle réservait pour les moments où elle voulait paraître douce tout en blessant profondément. Certaines personnes sont seules pour une raison, a-t-elle dit. C'est à ce moment-là que l'atmosphère de la pièce a changé. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Juste assez pour que je sente 8 ans de silence monter dans ma poitrine d'un seul coup. Mon père s'est penché en arrière, satisfait, comme s'il avait enfin dit ce que tout le monde pensait. Alors, j'ai posé mon verre doucement, je l'ai regardé de l'autre côté de la table et j'ai souri. Je ne suis pas seul, ai-je dit. Je suis marié depuis des années. Vous n'avez simplement jamais été invité. Le visage de ma mère a pâli. Mon frère a arrêté de mâcher. Le sourire de mon père a disparu si vite que cela semblait presque douloureux. Puis sa paume a frappé la table assez fort pour faire trembler l'argenterie. Explique-toi, tout de suite. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à le faire. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi où vous êtes et quel temps il fait chez vous. Je veux juste savoir jusqu'où mon histoire peut voyager. Pour comprendre pourquoi ces mots ont fait l'effet d'une allumette sur de l'essence, vous devez comprendre le genre de famille dont je viens. Mon père, Grant Whitfield, avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à diriger une petite succursale bancaire à Greenville, en Caroline du Sud. Et même après sa retraite, il se comportait toujours comme si chaque pièce avait un registre que lui seul savait équilibrer. Il aimait les chiffres nets, les pelouses nettes, les réputations nettes et les familles qui présentaient bien de l'extérieur. Ma mère, Diane Whitfield, avait travaillé pendant des années au secrétariat d'une école primaire, ce qui signifiait qu'elle maîtrisait l'art de sourire gentiment tout en jugeant absolument tout, des chaussures de quelqu'un à la façon dont il élevait ses enfants. Ce n'étaient pas des monstres. Ce serait trop simple. Ils payaient leurs factures à temps. Ils envoyaient des cartes d'anniversaire. Ils allaient à l'église, apportaient des gratins aux voisins malades et savaient exactement quoi dire quand la famille de quelqu'un d'autre traversait des difficultés. Mais à l'intérieur de notre maison, l'amour avait toujours une forme à laquelle on s'attendait que vous correspondiez. Mon frère aîné, Caleb Whitfield, correspondait parfaitement à cette forme. Il s'était marié jeune, avait acheté une maison à 15 minutes de chez mes parents, avait 2 enfants avec sa femme Marissa, entraînait la petite ligue de baseball. Faisait des barbecues le dimanche et publiait le genre de photos de famille que mes parents pouvaient montrer aux gens sans rien expliquer. Pour mon père, Caleb était la preuve qu'il avait élevé au moins un enfant correctement. Pour ma mère, la vie de Caleb était sûre, familière et facile à défendre. Et puis il y avait moi, Juliette Whitfield, la fille qui avait quitté Greenville après l'université et qui n'y retournait jamais, sauf pour les vacances, les enterrements, les anniversaires et par culpabilité. Je n'ai jamais été imprudente. Je n'ai jamais été arrêtée, je ne leur ai jamais demandé d'argent, je ne les ai jamais embarrassés de quelque manière que ce soit qui aurait dû compter. Mais j'avais commis un crime plus silencieux aux yeux de mon père. J'avais construit une vie qu'il ne pouvait pas facilement résumer à ses amis. Je n'habitais pas à proximité. Je n'avais pas d'enfant. Je n'amenais pas de mari pour Thanksgiving. Je ne passais pas mes week-ends assise sur le même banc d'église, à saluer les mêmes familles, à répéter les mêmes histoires jusqu'à ce qu'elles deviennent une preuve d'appartenance. Mon père croyait en la famille, mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'était la visibilité. Il voulait une famille assez proche pour être photographiée, assez simple pour être expliquée et assez obéissante pour qu'il se sente respecté. Tout ce qui sortait de ce cadre le mettait mal à l'aise. Et quand mon père se sentait mal à l'aise, il en faisait une leçon pour quelqu'un d'autre. Il appelait ça de l'inquiétude. Il appelait ça de l'honnêteté. Il disait que c'était vouloir le meilleur pour moi. Mais l'inquiétude ne vous humilie pas devant vos proches.
L'honnêteté n'attend pas que tout le monde vous regarde. Vouloir le meilleur pour quelqu'un ne ressemble pas à une blague conçue pour faire rire toute la table du mode de vie de cette personne. Pendant des années, je l'ai laissé faire ses petits commentaires parce que c'était plus facile que de déclencher une guerre pendant le dîner. Tu travailles trop, Juliette. Cet appartement à Atlanta doit te sembler bien vide. Ton frère, lui, a compris ce qui comptait. Ma mère adoucissait le coup sans pour autant retirer le couteau. Ton père s'inquiète juste pour toi. Caleb baissait les yeux sur son assiette et faisait semblant de ne pas avoir entendu. Marissa changeait de sujet pour parler des enfants et je souriais, parce que c'était ce que je m'étais entraîné à faire. Je souriais face aux questions sur ma vie amoureuse. Je souriais face aux dames de l'église que ma mère essayait de me recommander. Je souriais quand mon père me disait que le succès ne signifiait pas grand-chose si je n'avais personne qui m'attendait à la maison. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un m'attendait à la maison depuis 8 ans. Quelqu'un qui connaissait le bruit de mes clés dans la porte. Quelqu'un qui pouvait dire, rien qu'à ma voix, si une journée m'avait brisé ou juste un peu plié. Quelqu'un que mon père n'avait jamais gagné le droit de rencontrer. Mon travail a été l'une des premières choses que ma famille a appris à mal comprendre exprès. J'étais la directrice des opérations de crise pour une organisation privée de secours aux sinistrés basée à Atlanta. Ce titre a l'air propre quand on le dit rapidement, mais le travail en lui-même n'avait rien de propre. Cela signifiait des appels téléphoniques à 2 heures du matin parce qu'un ouragan avait changé de trajectoire. Cela signifiait se tenir dans un centre de commandement temporaire avec 3 téléphones, une batterie d'ordinateur portable mourante et une liste de familles qui avaient besoin d'un abri avant la tombée de la nuit. Cela signifiait décider quel camion partait en premier, quelle équipe médicale était envoyée où, quel comté avait du carburant, quel abri avait de l'électricité, et comment étirer les ressources quand il n'y en avait jamais assez. Je coordonnais les logements d'urgence, les fournitures, les équipes sur le terrain, les unités de bénévoles, les itinéraires de transport et parfois les horribles conversations que personne d'autre ne voulait avoir. Mon travail existait dans l'espace entre la catastrophe et la dignité. Quand les gens perdaient tout, mon équipe essayait de s'assurer qu'ils ne se perdaient pas eux-mêmes avec. J'adorais ce travail. Pas parce qu'il était prestigieux. Il ne l'était pas. Il n'y avait pas de photos parfaites, pas de fin soignée, pas d'applaudissements qui duraient plus longtemps que l'urgence suivante. La plupart des jours, le succès ressemblait à une mère obtenant un bon pour un motel avant que ses enfants ne doivent dormir dans une voiture. Cela ressemblait à un homme âgé recevant ses médicaments après 3 jours sans électricité. Cela ressemblait à une ville inondée recevant des douches portables, des générateurs et de l'eau potable avant que les camions des chaînes d'information ne s'en aillent. Ce genre de travail comptait pour moi. Il avait toujours compté pour moi. Mais pour ma famille, c'était juste un autre signe que j'avais choisi la mauvaise vie. Mon père disait souvent, courir après les catastrophes n'est pas un avenir, Juliette. Quand vas-tu construire quelque chose qui dure? Il disait cela comme si je jouais à faire semblant dans un costume, comme si j'allais finir par dépasser ce besoin de sens et m'installer dans la vie qu'il avait imaginée pour moi. Ma mère me demandait si tout ce stress n'était pas la raison pour laquelle je n'avais trouvé personne. Caleb m'a dit doucement un jour que j'utilisais peut-être le travail comme excuse pour ne pas affronter ma solitude. Je me souviens avoir fixé mon téléphone après cet appel, assise dans un aéroport près de Tampa, avec encore de la boue sur mes bottes à cause d'un quartier inondé où mon équipe avait passé la journée à reloger des familles. J'ai failli lui dire à ce moment-là. J'ai failli dire, je ne suis pas seul. Je suis marié. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que c'était ça, le problème avec ma famille. Ils ne posaient pas de questions pour apprendre. Ils posaient des questions pour confirmer ce qu'ils croyaient déjà. J'avais essayé de partager la vérité de ma vie par petites touches. Lorsque notre organisation a aidé à reloger des centaines de familles après une tempête côtière, j'ai envoyé un article de presse sur le groupe de discussion de la famille. Mon père a répondu « Bon travail », puis a immédiatement demandé à Caleb si les enfants avaient gagné leur match de football. Quand j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur la gestion des urgences à Denver, j'ai envoyé une photo de la scène. Ma mère a répondu avec un emoji cœur, puis a écrit 3 paragraphes sur la pièce de théâtre de l'école de mon neveu. Lorsque j'ai reçu un prix pour mon leadership dans la reconstruction communautaire, j'ai posté une photo de la plaque. Caleb a écrit « C'est génial ». Étage 2 minutes plus tard, Marissa a envoyé des photos de la nouvelle crédence de leur cuisine. Je ne reproche pas aux enfants d'être célébrés. J'aimais ma nièce et mon neveu. Ils étaient innocents dans tout ça.
Ce qui faisait mal, c'était de réaliser que dans ma famille, ma vie n'était toujours qu'une musique de fond. La vie de Caleb était l'événement principal. Son prêt hypothécaire, ses enfants, ses promotions, ses vacances, sa carte de Noël familiale. Tout ce qu'il faisait devenait une preuve de stabilité. Tout ce que je faisais devenait un petit détail étrange qu'il ne savait pas comment valoriser. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de leur offrir des morceaux de moi-même. Ce ne fut pas soudain. C'est arrivé doucement. Une mise à jour oubliée, un texto supprimé, une réussite que je gardais pour moi. Une photo que je choisissais de ne pas envoyer. Je me disais que c'était pour avoir la paix. Je me disais que j'étais mature. Mais en réalité, j'apprenais à disparaître de ma propre famille sans qu'ils ne s'en rendent compte. Au moment où j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari, j'avais déjà appris une dangereuse leçon. Si quelque chose m'était précieux, l'endroit le plus sûr pour le garder était loin de la voix de mon père. J'ai rencontré Ethan Bellamy à la Nouvelle-Orléans lors d'une conférence sur la reconstruction post-ouragan que j'avais failli rater. J'étais épuisé cette semaine-là, je fonctionnais au café noir et au sommeil d'hôtel. Et je me souviens m'être assise au fond d'une salle de conférence en pensant que si une personne de plus utilisait l'expression « résilience à long terme » sans expliquer comment la financer, j'allais sortir. Puis Ethan s'est levé pendant un panel et a poliment exprimé son désaccord avec presque tout le monde sur scène. Il était un architecte spécialisé dans les logements de reconstruction communautaire après des inondations, des ouragans et des incendies de forêt. Il ne parlait pas comme un homme essayant d'impressionner une salle. Il parlait comme quelqu'un qui s'était tenu dans suffisamment de quartiers détruits pour savoir que de bonnes intentions pouvaient quand même construire de mauvaises solutions. Je l'ai interpellé pendant la période des questions parce que je pensais que son calendrier était irréaliste. Il a soutenu que des logements d'urgence construits trop rapidement pouvaient piéger des familles dans des conditions dangereuses pendant des années. J'ai soutenu que les familles sans toit n'avaient pas le luxe d'attendre la conception parfaite. Il m'a regardé, a hoché la tête et a dit, « Alors la réponse doit être rapide et digne. » Pas rapide au lieu de digne. J'ai détesté à quel point j'ai aimé cette phrase. Après le panel, je m'attendais à ce qu'il m'évite. Au lieu de cela, il m'a trouvé près de la machine à café et m'a dit, « Je pense que nous avions tous les deux raison. » Ce qui est agaçant parce que ça veut dire que le travail est plus dur. C'est la première chose qu'Ethan m'a dit en dehors d'un micro. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Nous avons parlé pendant près de 4 heures. D'abord de modèles de logement, de retard de financement fédéral, de problèmes de zonage et de la raison pour laquelle la reconstruction après une catastrophe punissait toujours les familles les plus pauvres 2 fois. Puis d'Atlanta, de la Nouvelle-Orléans, de notre enfance, de musique, de la mauvaise nourriture d'aéroport et de l'étrange solitude d'un travail qui comptait trop pour être laissé derrière soi. Ethan avait des yeux calmes, le genre qui ne pressait pas les gens. Il écoutait sans attendre son tour pour parler. Je n'y étais pas habitué. Dans ma famille, le silence signifiait généralement le jugement. Avec Ethan, le silence donnait l'impression d'avoir de l'espace. 7 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans une petite chapelle à Savannah, après une tempête de pluie estivale. Il y avait 11 personnes là-bas, tous des amis, aucun parent de mon côté à part un cousin plus âgé. En qui j'avais plus confiance que la plupart des personnes de ma lignée. Je portais une simple robe ivoire. Ethan a pleuré avant que je n'arrive devant l'autel, ce dont je l'ai taquiné pendant des années. Après la cérémonie, nous avons mangé des fruits de mer dans un petit restaurant près du fleuve, et la propriétaire nous a offert une part de gâteau parce qu'elle a dit que quiconque était prêt à se marier par un temps pareil méritait un peu de sucre. Ce n'était pas le genre de mariage que ma mère aurait planifié. Il n'y a pas eu d'annonce à l'église, pas de drame autour du plan de table, pas de discours familiaux, pas de danse père-fille où mon père aurait pu exhiber sa fierté devant un public. C'était calme, sincère et à nous. C'était exactement pour cela que je l'adorais. Les gens demandent pourquoi je ne l'ai pas dit à ma famille. La réponse n'est pas que j'avais honte. Je n'ai jamais eu honte d'Ethan. J'ai été fier de lui dès le début. Je ne leur ai pas dit parce que je pouvais déjà entendre ce que mon père ferait de la nouvelle. Il demanderait pourquoi Ethan n'était pas de Greenville. Il demanderait pourquoi son travail l'amenait dans des zones sinistrées au lieu d'un bureau stable. Il demanderait si sa famille était respectable. Il demanderait pourquoi nous nous étions précipités. Même si 7 mois à connaître Ethan me semblait plus honnête que 35 ans d'incompréhension à la table de mes parents, il transformerait mon mariage en procès et s'érigerait lui-même en juge. Ethan savait tout cela. Je lui en avais dit plus que je ne voulais l'admettre.
Un soir, quelques semaines avant le mariage, je lui ai demandé s'il trouvait injuste que je ne les invite pas. Il est resté silencieux un moment, puis il a pris ma main et a dit « Je n'ai pas besoin d'être accepté par des gens qui n'ont pas encore appris à te respecter. » Cette phrase a apaisé quelque chose en moi, non pas parce qu'elle résolvait tout, mais parce qu'elle nommait la vérité. Ma famille ne manquait pas simplement d'informations sur moi. Il manquait de respect pour les informations qu'ils possédaient déjà. J'ai donc gardé mon mariage privé, non pas caché par honte, mais protégé du mépris. Pendant 8 ans, Ethan a été ma maison, mon témoin, et la partie de ma vie que mon père ne pouvait pas atteindre. Notre mariage n'était pas parfait de la manière polie et mise en scène que les gens font semblant d'avoir en ligne. C'était mieux que ça. C'était réel. Ethan et moi avons construit une vie à Atlanta qui n'avait pas besoin de se donner en spectacle pour qui que ce soit. Nous avions une petite maison avec trop de livres, un porche arrière rempli de plantes et un vieux chien de refuge nommé Murphy qui croyait que chaque orage était une attaque personnelle. Nos emplois du temps étaient ridicules. Parfois, Ethan était sur la côte de Géorgie pour examiner des conceptions de logements résistants aux inondations pendant que je coordonnais des opérations de refuge 3 états plus loin. Parfois, nous dînions à 22h30 debout dans la cuisine parce qu'aucun de nous n'avait l'énergie de s'asseoir. Parfois, nos cadeaux d'anniversaire étaient des choses pratiques comme des écouteurs à réduction de bruit, de meilleurs bagages ou, une année inoubliable, un générateur après qu'une tempête a privé d'électricité la moitié de notre quartier. Mais il y avait de l'amour dans tout cela. Ethan savait comment je prenais mon café quand j'étais en colère, plus fort que d'habitude, et dans le mug bleu ébréché. Je savais qu'il faisait semblant de ne pas se soucier des prix, mais qu'il gardait précieusement chaque note de remerciement manuscrite des communautés qu'il avait aidé à reconstruire. Il venait à mes discours quand il le pouvait, s'asseyant toujours là où je pouvais le voir. Je relisais ses propositions de projet tard le soir, entourant des phrases et écrivant des commentaires dans les marges. Nous n'étions pas seuls. Nous étions occupés, fatigués, têtus, reconnaissants et profondément ensemble. C'est ce qui rendait le secret compliqué. Il nous protégeait, oui, mais la protection peut devenir un mur même quand on la construit pour de bonnes raisons. Je rentrais seul à Greenville pour Thanksgiving, seul pour les anniversaires, seul pour le récital de danse de ma nièce, seul pour le dîner de retraite de mon père. À chaque fois, mon siège passager vide devenait la preuve de l'histoire que ma famille voulait raconter à mon sujet. Tu aurais pu amener quelqu'un, disait ma mère, comme si j'avais un placard rempli d'hommes convenables et que j'avais simplement oublié d'en emballer un. Mon père faisait des blagues sur les économies qu'il réalisait parce qu'il n'avait qu'un seul couvert à mettre pour moi. Caleb me demandait si je fréquentais quelqu'un, puis ajoutait rapidement, pas de pression. Ce qui rendait les choses d'une certaine manière encore pire. J'ai appris à mentir de manière petite et ennuyeuse. Ethan était un appel professionnel. Notre voyage d'anniversaire était une conférence. L'anneau en argent que je portais sur une chaîne sous mon chemisier n'avait rien de sentimental. Pour le dîner du 62e anniversaire de ma mère, j'ai conduit jusqu'à Greenville sans lui et j'ai regardé mon père porter un toast en disant que la famille, ce sont les gens qui sont présents. Je me souviens m'être assise là, les mains jointes sur les genoux, en pensant à Ethan resté à Atlanta, en train de manger de la soupe réchauffée parce que j'avais choisi une fois de plus de ne pas l'amener dans une pièce qui ne saurait pas l'honorer. Ce fut l'une des premières fois où le secret ressembla moins à une protection et plus à une punition. Pas une punition pour ma famille, une punition pour moi. Ethan n'a jamais exigé que je change cela. C'était la partie la plus difficile. S'il avait été en colère, j'aurais peut-être pu argumenter. S'il m'avait accusé de le cacher, j'aurais peut-être pu me défendre. Mais il comprenait trop de choses. Il m'embrassait le front avant que je ne parte pour des événements familiaux et disait « Rentre à la maison quand tu seras prête ». La patience dans cette phrase me brisait un peu plus le cœur à chaque fois. Jusqu'au dîner du réveillon du Nouvel An. Ça a tout changé. J'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Mon père m'avait envoyé un texto 3 jours plus tôt, soit à l'heure. La famille compte plus qu'une énième urgence professionnelle. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Cette semaine-là, Ethan était au Texas pour aider à examiner des plans de logement pour un comté rural inondé, et il m'a proposé de rentrer plus tôt. Je lui ai dit de ne pas le faire. J'ai dit que ce ne serait qu'un dîner. Juste quelques heures. Juste une soirée de plus à sourire face à des commentaires que j'avais déjà entendus. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il m'a fait confiance. Appelle-moi à minuit, a-t-il dit. Peu importe ce qui se passe. J'ai promis que je le ferai.
En conduisant vers Greenville, je me suis dit que j'y allais parce que ma mère avait semblé fatiguée au téléphone. Je me suis dit que j'y allais parce que la famille, c'est compliqué, et que je ne voulais pas être cruel. Mais quelque part au fond de moi, je crois que je savais que j'approchais de la limite de ce que je pouvais avaler. J'avais passé 8 ans à protéger ma paix. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais enfin proche de me protéger moi-même. Alors quand mon père a frappé la table et a dit « Explique-toi tout de suite », je n'ai pas tressailli, ce qui m'a surprise plus que ça n'a surpris qui que ce soit d'autre. Pendant la majeure partie de ma vie, ce ton avait suffi à me faire rapetisser. C'était la voix qu'il utilisait quand une facture était en retard. Quand Caleb avait rayé la voiture à l'adolescence. Quand je suis rentré de l'université et que j'ai dit « Je ne retournerai peut-être pas vivre à Greenville ». C'était la voix d'un homme qui croyait que le volume était la même chose que l'autorité. Mais ce soir-là, le son de sa paume contre la table ne m'a pas fait peur. Ça a rendu quelque chose en moi très calme. J'ai pris mon téléphone, ouvert mes photos, et j'ai tourné l'écran vers eux. La première photo venait de notre jour de mariage à Savannah. Ethan se tenait devant moi dans un costume sombre. La pluie brillait encore sur les vitres de la chapelle derrière nous, il tenait mes mains comme si on venait de lui confier l'avenir et qu'il ne voulait pas le laisser tomber. J'ai entendu ma mère inspirer brusquement. J'ai fait glisser pour passer à la photo suivante. Ethan et moi à Porto Rico, en sueur et brûlés par le soleil, debout à côté d'une rangée de maisons résistantes aux tempêtes nouvellement construites. Une autre photo. Nous deux à un gala de leadership en reconstruction à Nashville, sa main posée légèrement sur mon dos pendant que je riais de quelque chose hors champ. Une autre, notre 5e anniversaire dans les montagnes Blue Ridge, enveloppé dans des couvertures sur le porche d'une cabane, Murphy endormi entre nous. Une autre, Ethan dans le public lors de ma cérémonie de remise de prix à Atlanta, l'air si fier que ça me serrait encore la gorge. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Caleb avait l'air stupéfait. Marissa a couvert sa bouche. Les yeux de ma mère n'arrêtaient pas de passer de mon visage au téléphone, comme si elle essayait de faire apparaître 8 ans en marche arrière. Mon père fut le premier à rompre le silence. C'est ridicule, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu une partie de sa force. Tu t'attends à ce qu'on croie que tu es marié depuis 8 ans et que tu n'en as tout simplement jamais parlé. Oui, ai-je dit, parce que c'est ce qui s'est passé. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on cache comme un compte bancaire secret. Il s'est emporté. Essayais-tu d'embarrasser cette famille? J'ai presque ri, à ce moment-là. Pas parce que c'était drôle, mais parce que même face aux preuves de ma vie, son premier instinct a été de ramener mon mariage à sa réputation. Non, ai-je dit. J'essayais de protéger quelque chose de précieux d'une pièce qui n'a jamais traité quoi que ce soit de précieux pour moi avec soin. Le visage de ma mère s'est un peu décomposé. Juliette, pourquoi dirais-tu une chose pareille? Parce que c'est vrai. Ma voix n'a pas tremblé. Je l'ai regardé, puis Caleb, puis je suis revenu à mon père. Savez-vous ce que je fais réellement dans la vie? Pas la version vague. Pas Juliette voyage trop ou Juliette est d'après les tempêtes. Savez-vous quel est mon travail? Mon père a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Ma mère a chuchoté, tu coordonnes des programmes de secours. Je dirige les opérations de crise dans plusieurs États, ai-je dit. Je gère les réseaux de refuges d'urgence, les équipes sur le terrain, les chaînes d'approvisionnement et la logistique de récupération lorsque les communautés s'effondrent. L'année dernière, mon équipe a aidé à placer plus de 900 personnes déplacées dans des logements temporaires sur après 2 tempêtes majeures. J'ai envoyé l'article sur le groupe de la famille. Caleb a baissé les yeux. Il s'en souvenait. Papa a répondu avec un pouce en l'air. J'ai continué. Et a ensuite interrogé Caleb sur la petite ligue de baseball. Quand j'ai gagné le prix du leadership en reconstruction à Atlanta. J'ai envoyé une photo. Maman a envoyé un cœur. Et puis nous avons passé 40 minutes à parler de la rénovation de la cuisine de Marissa. Quand j'ai prononcé un discours à Denver sur la réponse aux catastrophes en milieu rural, j'ai envoyé le lien. Personne ne l'a regardé. Ma mère a commencé à prononcer mon nom, mais j'ai continué. Pas bruyamment, mais ça avait de l'importance. Je ne criais pas. Je témoignais. J'ai arrêté de partager parce que chaque chose importante de ma vie disparaissait dans cette famille. Cela devenait une toile de fond. Cela devenait quelque chose à reconnaître poliment avant de retourner aux vies que vous compreniez. Alors, quand j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais.
quelqu'un de gentil, de brillant et de stable, quelqu'un qui écoutait vraiment quand je parlais, j'ai fait un choix. Je l'ai tenu éloigné de cette table. La mâchoire de mon père s'est crispée. Donc c'est notre faute. Non, ai-je dit. Mes choix sont les miens, mais la raison pour laquelle ces choix ont semblé nécessaires appartient à cette pièce. Ça a fait mouche. Je l'ai vu frapper Caleb en premier. Son visage a changé, pas dramatiquement, juste assez pour que je sache qu'il avait enfin compris que sa place en or dans la famille avait été en partie construite sur mon effacement. Mon père a repoussé sa chaise. Je ne me laisserai pas faire la morale dans ma propre maison. Alors écoute, à la place. Les mots sont sortis avant que je puisse les adoucir, et pour une fois, je ne les ai pas repris. Tu m'as traité de femme seule pendant des années parce que ça te donnait l'impression d'avoir raison. Tu m'as qualifié d'égoïste parce que ma vie ne gravitait pas autour de la vôtre. Tu as dit que mon travail était instable parce que tu ne savais pas comment t'en vanter à l'église. Et ce soir? Tu as essayé de m'humilier devant tout le monde parce que tu pensais que je n'avais aucune preuve que j'étais aimé. Son visage est devenu rouge. Ma mère avait maintenant les larmes aux yeux, mais je n'arrivais pas à savoir si elle coulait pour moi ou pour l'inconfort d'entendre enfin la vérité en public. Je me suis levé et j'ai attrapé mon manteau. Vous n'aurez pas le droit de rencontrer Ethan parce que vous êtes curieux. Vous n'aurez pas accès à mon mariage parce que votre fierté est blessée. Si vous rencontrez un jour mon mari, ce sera parce que vous aurez d'abord appris à respecter votre fille. Mon père a prononcé mon nom une fois, plus bas cette fois. Peut-être un avertissement, peut-être une supplication. Je ne me souciais plus de savoir de quoi il s'agissait. Je l'ai regardé et j'ai dit, je ne suis pas venu ici pour être jugé. Je suis venu ici pour dire au revoir à la version de moi qui continuait à demander la permission. Puis je suis sorti avant que le plat principal ne soit servi. Derrière moi, personne n'a ri. Personne ne m'a rappelé à part ma mère. Et même elle n'a prononcé mon nom qu'une seule fois, comme si elle savait qu'elle n'avait pas le droit de me demander de rester. Dehors, l'air froid semblait honnête. Mon téléphone a vibré dans ma main. C'était Ethan. Juste 2 mots, ça va? Pour la première fois de la soirée, j'ai souri. J'ai répondu, ça ira. Puis je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté cette maison où j'avais passé trop d'années à me faire toute petite. Les conséquences ne sont pas arrivées comme un éclair. Elles sont arrivées comme une lente fissure sur une vitre. Au début, il y a eu le silence. Aucun appel ce soir-là, aucune excuse le lendemain matin. Juste un seul texto de Caleb qui disait « Je n'en avais aucune idée ». Je l'ai fixé longuement avant de répondre. Je sais, ça faisait partie du problème. Ma mère a appelé 2 jours plus tard, mais je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal qui commençait par « Ton père est bouleversé ». Et je l'ai supprimé avant que la phrase ne se termine. J'avais fini de traiter son inconfort comme une urgence. À la fin de la semaine, l'histoire avait commencé à circuler dans la famille, car les secrets ne restent pas immobiles une fois qu'ils s'échappent d'une salle à manger. Une tante a appelé ma mère pour lui demander s'il était vrai que j'étais marié depuis des années. Un cousin a trouvé la vidéo d'un de mes discours de conférence en ligne et l'a envoyé sur le groupe familial avec le message « Juliette est incroyable. Pourquoi personne ne nous a parlé de ça ?» C'est alors que mon père a commencé à comprendre la partie qui le blessait le plus. Il n'avait pas seulement eu tort, il avait eu tort publiquement. L'image qu'il avait mis des années à peaufiner ou le père sage, l'homme respecté, celui qui savait à quoi ressemblait une famille qui réussit s'était fissuré devant les personnes même qu'il voulait impressionner. Une semaine plus tard, quelqu'un de son église a mentionné avoir vu le travail de mon organisation présenté dans un reportage d'actualité régionale après une inondation. Mon père, qui adorait avoir l'air bien informé, a dû rester là et admettre qu'il ne l'avait pas vu. Pour un homme comme Grant Whitfield, c'était une punition plus cruelle que des cris. Il a dû faire face au fait que des étrangers en savaient plus sur la vie de sa fille que lui. Ma mère a rappelé après ça. Cette fois, son message était différent. Elle n'a pas mentionné les sentiments de mon père. Elle a dit, « Juliette, je suis désolé que nous t'ayons rendu plus facile de cacher la joie que de la partager. » Ce fut la première phrase qui m'a poussé à la rappeler. Je ne lui ai pas pardonné au cours de cet appel téléphonique. Je dois être clair à ce sujet. Le véritable pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne parce que la personne qui nous a blessés se sent enfin mal. Je lui ai demandé de quoi elle était désolée. Elle a pleuré, mais elle a répondu.
Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir laissé mon père transformer son inquiétude en critique. Elle était désolée d'avoir agi comme si le mariage et les enfants étaient la seule preuve d'une vie qui a du sens. Elle était désolée de m'avoir appris qu'une bonne nouvelle était plus en sécurité quand on la gardait sous silence. Ce fut la première conversation honnête que j'ai jamais eue avec ma mère. Puis, elle m'a demandé si elle pouvait rencontrer Ethan. Je lui ai dit que je le lui demanderais et qu'il y aurait des règles. Pas de blagues sur le temps que cela a pris. Pas de questions sur les enfants. Pas de commentaires sur la raison pour laquelle nous avons choisi un petit mariage. On ne ferait pas semblant que les 8 dernières années n'étaient qu'un grave malentendu. S'ils entraient dans notre maison, ils y entraient avec respect ou ils n'y entraient pas du tout. En mars, Ethan et moi avons organisé notre 8e dîner d'anniversaire de mariage à Atlanta. Mes parents sont venus. Caleb est venu aussi, sans Marissa et les enfants, parce qu'il a dit qu'il avait besoin d'être présent sans se cacher derrière le bruit de la famille. Ethan a ouvert la porte lui-même. Il ne s'est pas montré froid. Il ne s'est pas montré enthousiaste non plus. Il était poli, calme et stable, comme il l'avait toujours été. Ma mère a apporté des fleurs et l'a regardé avec le visage de quelqu'un qui réalisait qu'elle avait raté une personne, et pas seulement des informations. Caleb lui a serré la main et a dit « Je vous dois des excuses, à vous aussi, même si nous venons de nous rencontrer. » Ethan a hoché la tête et a dit « J'apprécie cela. » Mon père fut le dernier à parler. Pendant la majeure partie du dîner, il a été plus silencieux que je ne l'avais jamais vu. Il a interrogé Ethan sur ses projets de logement, et à la façon prudente dont il a formulé ses questions, j'ai deviné qu'il avait fait des recherches sur lui des années plus tôt. Cela aurait pu me rendre émotive. Ce soir-là, j'ai laissé cela n'être qu'un début. Après le dessert, mon père s'est levé au bout de notre table à manger. Ses mains étaient croisées devant lui, et pour une fois, tremblantes. Il avait moins l'air d'un juge et plus d'un vieil homme qui avait enfin découvert le prix de ses certitudes. Il a dit « Juliette, j'avais tort. » Personne ne l'a interrompu. J'ai mesuré ta vie selon ce qui avait du sens pour moi. J'ai confondu contrôle et inquiétude. Je t'ai embarrassé parce que je pensais avoir le droit de définir si tu étais heureuse. Je n'en avais pas le droit. Et Ethan. Je suis désolé que mon comportement ait fait de cette famille un endroit dont ma fille a senti qu'elle devait vous protéger. La pièce était complètement silencieuse. Ses excuses n'effaçaient pas 8 ans. Elles ne lui donnaient pas un accès instantané à chaque partie de ma vie. Mais elles ont fait quelque chose d'important. Elles ont remis la vérité à sa place, non pas sur moi, mais sur lui. Plus tard ce soir-là, après le départ de tout le monde, Ethan et moi étions dans la cuisine en train de charger les assiettes dans le lave-vaisselle. Je me sentais plus légère, mais pas parce que tout était réparé. Tout n'était pas réparé. Mon père allait devoir gagner ma confiance lentement. Ma mère allait devoir apprendre à écouter sans édulcorer les parties difficiles. Caleb allait devoir remarquer quand le silence le mettait à l'aise aux dépens de quelqu'un d'autre. Mais pour la première fois, je ne portais plus le mensonge familial toute seule. La leçon que j'ai apprise est une leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt. L'amour sans respect peut devenir du contrôle. Une famille qui n'écoute pas peut devenir un endroit où les gens cachent les meilleures parties d'eux-mêmes. Et personne ne devrait avoir à réduire son bonheur simplement parce que quelqu'un d'autre ne comprend qu'une seule version d'une vie réussie. L'éducation n'est pas seulement ce que nous apprenons des livres ou des carrières. Parfois, la connaissance la plus précieuse vient du fait de comprendre enfin notre propre valeur, d'établir des limites saines et de refuser de laisser la honte parler plus fort que la vérité. Je crois toujours que les familles peuvent changer, mais seulement quand l'honnêteté est plus forte que la fierté. Et si vous avez un jour caché une partie de votre vie parce que vos proches vous faisaient vous sentir jugé au lieu d'être aimé, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, votre paix n'est pas un manque de respect. Vos limites ne sont pas de la cruauté, et votre bonheur n'a pas besoin de la permission de quiconque a refusé de voir votre valeur lorsqu'elle se tenait juste devant eux. L'équipe derrière Revenge Broken Trust travaille dur pour créer des histoires significatives, émotionnelles et bien conçues qui laissent au spectateur quelque chose de précieux à méditer. Ceci est une histoire de fiction créée à des fins éducatives, destinée à partager des leçons utiles et des messages positifs avec notre public. Le père dans cette histoire est un exemple douloureux de la façon dont l'orgueil et le jugement peuvent endommager une famille plus qu'il ne s'en rend compte. Il croyait avoir le droit de définir le bonheur de sa fille, mais à la fin, il a dû faire face aux conséquences de sa propre arrogance. Si vous étiez à la place de Juliette, comment géreriez-vous un père comme lui?
Lui pardonneriez-vous après de sincères excuses ou garderiez-vous vos distances jusqu'à ce qu'il ait véritablement changé?